Ok, on va faire un petit enregistrement. Donc cette fois, on est sur un espèce d'enregistrement fractal. On a d'un côté caméra qui fait dans une espèce de boucle, là, comme on voit d'un côté sur côté OBS, de l'autre côté on a ChatGPT. Et donc je vais faire ici une performance un petit peu. On a évidemment mon magnifique truc pour étendre le linge. Et donc je vais essayer là. Bon, il est minuit, déjà minuit. Faut que, bon, je vais pas me coucher trop tard parce que je bosse demain quand même. Bon, demain après-midi, donc ça me laisse un petit peu de temps, mais voilà, je me dis bon, une demi-heure, une heure max, on va dire. Mais c'est même 20 minutes, ce sera très bien, je pense. Voilà. Mais là, ça serait histoire un petit peu ici de, voilà, de relancer un petit peu quelque chose. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est d'essayer de poser. Alors, je vais commencer à passer par la dictée. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est d'essayer de relancer un peu un travail que j'avais commencé il y a quelques mois, qui consiste à faire des sessions d'enregistrement de discussion, enfin de discussion, comme une sorte une performance, si on veut, quelque part. Au début, c'était une sorte de performance qui consistait à me filmer euh, en webcam en discutant avec ChatGPT, quoi, du coup. Et là, ce qui m'intéresse maintenant de plus en plus, c'est d'essayer donc de l'assumer comme une forme d'art vidéo un petit peu, et de voir comment on pourrait, disons, utiliser l'espace de l'écran ici, quelque part, comme une sorte de scène, hein, comme une sorte de toile. Alors pas qu'une scène, parce que bon, on pourrait très bien imaginer aussi que je filme ce qui se passe et que là c'est aussi une scène 3D si on veut, quoi, du coup. Donc, mais vraiment penser un petit peu, voilà, une interface entre l'espace numérique, l'espace un peu physique, je sais pas comment dire, euh, le penser comme espace de performance et essayer de continuer un travail de recherche-création que j'avais déjà mené un peu de mon côté, disons, mais voilà, moi j'ai fait du coup un peu des recherches, un travail un peu en école d'art, et en même temps j'ai l'impression que après que j'ai fini mon école d'art, je me suis senti un peu très solitaire, parce que j'avais pas de scène en fait, c'est-à-dire que, enfin, comment dire, j'avais pas de, j'ai l'impression que d'autres gens ont peut-être ou pas, hein, mais pu continuer dans l'espace de l'art en faisant des expositions dans des espaces d'exposition, donc c'est le but. Mais que mon travail quelque part n'étant pas tout à fait destiné à des espaces d'exposition, de manière assez contingente, il s'est trouvé sans support, quoi. Il s'est trouvé un petit peu. Voilà, je travaille un peu sur le non-art, sur une forme d'art en dehors, quelque part, de l'art, donc de fuite du musée, si on veut, mais du coup, dans cette fuite, il y a une sorte c'est joli, c'est glitch. De sortie, quoi, qui fait que ça ne fonctionnait plus. Je vais mettre sur pause pour. Euh, Et donc du coup voilà, c'est vrai que ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai mené donc du coup une sorte de recherche qui a consisté à m'enregistrer beaucoup en audio et en vidéo, sans pour autant, donc dans une sorte de journal en fait, sauf que je ne relisais pas ce journal, je ne le réécoutais pas, ce qui fait qu'il est resté à l'état uniquement latent, un peu potentiel. Euh, Comme si quelque part j'essayais de protéger quelque chose. J'ai l'impression quelque part que ce moment-là a été un moment où j'avais besoin de m'auto, comment dire, de m'auto protéger quoi, en fait. Ça a duré un certain moment et j'ai voulu comme sortir du monde, sortir d'une temporalité sociale, sortir d'une une sorte de prison. Là, je viens d'écouter là Aurélien Barraud, je vais revenir après, mais un petit extrait d'Aurélien Barraud qui parlait du fait que la société était, selon lui, une prison implicite. Parce que quand on est fait, on habite à Paris, on ne peut pas voir de guépards ou même de vaches, j'imagine. Il n'y a pas d'être humain autre que des chats, des chiens ou des êtres humains ou des pigeons. Ce qui est faux parce que je pense qu'il y a aussi peut-être des rats à Paris. Ou des insectes aussi, je pense. Euh, mais évidemment, c'est vrai qu'évidemment, l'environnement n'est pas le même du tout, quoi. Et donc moi aussi, c'est ce que j'apprécie un peu à la campagne, par exemple, c'est pas le même environnement, c'est pas la même temporalité, c'est pas les mêmes contraintes implicites, c'est pas les mêmes réseaux
d'exploration, etc. Mais là, j'ai voulu en effet aller beaucoup plus loin. Alors, je me demande à quel point c'est pas quelque chose qui pourrait être lié à l'orphisme. Il faudrait vérifier cette question-là. Je pense que là, je viens de voir que Pythagore était lié à l'orphisme, ce qui est très intéressant. Mais il faut que je creuse ce point-là. Et c'est un philosophe là, que je viens de découvrir sur Insta, dans les fils Insta. Donc il y a quelque part ici, je vois en fait que l'espace des réseaux sociaux n'est pas nécessairement quelque chose qui est à considérer comme étant un lieu d'aliénation, quelque part, comme on pourrait en effet supposer, comme le dirait Aurélien Barraud, par exemple, peut-être que je le caricature un peu, mais moi j'y trouve, par exemple, dans les réseaux sociaux, donc là il y a une pop-up qui vient d'arriver, la possibilité aussi de pouvoir avoir accès à des formes de subjectivité qui nous sont utiles aussi. Aurélien Barraud, j'ai découvert peut-être sur YouTube, je crois. Donc là, il y a un renversement là-dessus. Pour moi, ça pose la question de l'industrie culturelle. J'ai l'impression qu'il y a toute une pensée critique qui s'est structurée sur une critique de l'industrie culturelle. Mais je me demande de quelle manière on ne pourrait pas utiliser l'industrie culturelle comme un outil, en fait, comme quelque chose qu'on peut, comment dire, qui peut ouvrir en fait une nouvelle ère si on veut, mais quelque chose qui serait pas du tout un système d'oppression qui nous écrase comme ça. Ça, je pense qu'en fait, c'est un point de vue bourgeois. Je pense qu'en fait, la bourgeoisie se sent menacée, et à juste titre, par l'industrie culturelle, parce que quelque part, ça lui enlève une sorte de privilège culturel. J'ai l'impression qu'en fait, l'industrie culturelle, c'est la taylorisation, quelque part, de la culture, mais c'est aussi une mutualisation de la culture, c'est-à-dire une espèce de mise en... d'automatisation, en fait. C'est un point de terme, une sorte d'automatisation à grande échelle, de la culture. Et qu'en fait, ce qui relève ce que fait la bourgeoisie, c'est qu'elle s'inscrit dans une forme de singularité. Elle essaye de préserver une forme de singularité qui est quelque chose qui serait encore un petit peu, qui aurait encore quelque chose qui essaierait d'échapper à l'automatisation. Et la question de l'art peut être posée comme telle. Sauf que j'ai l'impression que, notamment avec les intelligences artificielles, l'automatisation atteint des dimensions qui sont de plus en plus larges, et qui font quelque part que ce qui était encore irréductible ne le devient plus. En fait, voilà. Et qu'on tend quelque part à être dans un devenir industriel du monde, si on veut, en fait, un devenir automate. Et c'est pas un problème, parce que l'automatisation ne me semble pas être forcément un problème. Ça ouvre, disons, une forme de liberté. La question de l'aliénation semble mal posée, en fait. Ici, l'enjeu du numérique pourrait être vu comme étant aussi une forme d'industrie culturelle. Cela dit, c'est intriguant parce que cette industrie culturelle, c'est quoi finalement? C'est une mathématisation, hein, c'est-à-dire c'est une mise en technique, une mise en ingénierie, donc en fait une mise en abstraction qui permet aussi de rationaliser ou d'industrialiser, je ne suis pas sûr de ce que je raconte ici, les systèmes culturels, c'est de penser quelque part l'espace culturel, non pas comme des formes singulières, irréductibles, presque transcendantes si on veut, mais comme étant quelque part rattaché à un système plus général, qui quelque part, les rabat sur un système technique général. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, ce qui se joue dans la question de l'industrie culturelle, c'est la mise sur un standard, sur un protocole commun, quelque part, de la culture, de cette manière. Qu'est-ce que c'est qu'une télévision? C'est une manière, et plus tard ensuite l'écran et les pixels, c'est une manière quelque part de discrétiser l'image sous la forme de petits grains, des pixels, ou des points, je crois qu'on dit des points sur la télévision, je sais plus, une résolution quoi, qui permet d'afficher n'importe quelle image. Auparavant, c'était la peinture qui faisait ça. Alors évidemment, il y a quelque chose qui reste dans la peinture, il y a le coup de pinceau, il y a la précision du trait, il y a le geste si on veut, il y a
léger relief de la peinture, il y a bon, éventuellement des formes conceptuelles qu'on peut trouver dans la déconstruction du médium, etc. Bon. Mais de manière plus générale, la question de la sauvegarde de l'image passe d'une image fixe à une image qui peut potentiellement faire advenir n'importe quelle image similaire. Comme aussi la photographie l'a posé à travers la question de la reproduction, etc. Ce qu'il faudrait poser ici, c'est que, je pense ici à la question de l'œuvre d'art à l'art de sa reproductibilité technique, de Benjamin, je crois. Cette question de la reproductibilité de l'image, et non seulement de sa reproductibilité, mais aussi quelque part de sa potentialité, c'est-à-dire que ce que fait un écran, c'est pas simplement qu'il reproduit une image, c'est qu'il est dans la potentialité de l'image, c'est-à-dire qu'il permet quelque part d'inscrire sur sa surface une potentialité d'image considérable. Voilà. Parce que du coup, il n'y a pas juste une image qui peut advenir. Hein. Il y a quelque part, sur un écran HD, il y aurait 1080 fois 1920 fois 8 bits, c'est-à-dire 2 puissance 8. Si on considère que c'est un écran 8 bits, je crois que c'est un peu, je crois que c'est en 8, je sais pas trop, faut avoir la résolution, mais x3 parce que du coup il y a trois valeurs, hein, rouge, vert, bleu, d'images possibles, ce qui est assez démesuré quand même. Bon. Voilà, pareil pour le son, de la même manière. Donc là, ce qui devient intéressant en effet, c'est que on peut penser quelque part que la critique de l'industrie culturelle, qui a été faite donc par Adorno, moi je la prends aussi beaucoup chez Guy Debord parce que, comme il a nommé ça comme étant le spectacle, etc., peut-être que ce qu'il appelle le spectacle apparaît en fait quelque part comme une espèce de fond commun, en fait, une espèce de communisme en fait. On pourrait poser la question, de quelle manière une sorte de communisme culturel se met en place ici, comme étant une sorte de culture commune, quelque part, qui apparaît à partir d'un protocole commun, qui est ici l'écran, qui est ici un protocole de communication, le bit d'information, par exemple, le protocole TCP/IP, je n'en sais rien, il faut voir ce que ça donne. Des quelque part protocoles minimaux qui apparaissent quelque part comme des objets fondamentaux d'échange culturel, sur lesquels quelque part on peut implémenter du langage culturel, et que ce qui relève de formes d'art un petit peu à la marge, quelque part, comme étant la peinture, etc., bon, agit comme étant presque des artefacts d'un ancien temps, si on veut, mais dont on a besoin, parce que c'est aussi un truc de témoignage d'autre chose, quoi. Mais ça m'intrigue, en fait, d'essayer de penser sous ce rapport-là. Alors, ce que je raconte est à la fois absolument évident, en fait, quelque part, et en même temps, c'est une manière pour moi de revenir dans un schéma, de repenser un schéma depuis ce rapport-là, parce que je me suis beaucoup opposé, quelque part, à une forme sociale dominante, à travers cette question d'industrie culturelle. Et en même temps, ce que je pourrais dire, c'est que par exemple, moi j'ai l'impression que j'ai boycotté aussi un peu l'espace du musée, l'espace de la galerie, d'exposition, si on veut. Déjà parce qu'il y a des questions de classe sociale, ça veut dire que les pratiques ne sont pas des pratiques qui s'exposent facilement non plus, j'ai l'impression. Elles ont voulu échapper à ça. Mais c'est aussi des pratiques dans lesquelles, il faut aller à Paris ou un truc. J'ai l'impression que moi, autour de moi, on n'a pas accès à l'espace majoritaire qui fait circuler les images et les sons, c'est pas les expositions, c'est les écrans, évidemment. Donc bon. Donc ça me questionne là-dedans. Voilà, ça me questionne et je me demande si. L'interrogation que j'ai, c'est par exemple, je trouve que l'électroacoustique, c'est intéressant parce qu'elle a su utiliser ça. Dans l'électroacoustique, on va utiliser quelque part les outils du son pour en faire quelque part un autre espace de composition. Dans l'art vidéo aussi, hein, on va reprendre la vidéo, etc. Dans l'art numérique aussi, on va prendre l'espace du code. Bon, mais j'ai l'impression quelque part que, en fait, aujourd'hui, quelque part, alors peut-être que je me trompe bien sûr aussi, mais que j'ai l'impression que je me trompe, mais j'ai du mal à trouver quand même si aussi le net art, l'art en réseau, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites bien sûr, hein, il y a beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression que aujourd'hui je me sens pris dans un flux d'images, dans un flux d'Instagram, dans une certaine normalité de la vie quotidienne qui m'emmerde. Je me dis mais c'est et que quelque part en même temps, j'ai l'impression qu'on est quand même capturé par tous ces flux et que quelque part la critique qui a été portée ou plus que la critique, c'est que il y a peut-être une critique, mais il n'y a pas eu d'usage. C'est comment on peut, quelque part, faire usage de cette industrie
informatique, comment on peut se l'approprier, en fait. Et ça, j'ai l'impression que voilà, on en fait il y a une sorte de critique, il y a des contrepoints, etc. Mais c'est bon que ces contrepoints, ils viennent toujours d'ailleurs. Ils viennent toujours du champ de l'exposition, c'est toujours une critique d'un champ sur un autre, quoi. Et j'ai l'impression qu'en fait, moi, il y a pas, ça convient pas, en fait. J'arrive pas à trouver un espace. J'envoie ça à ChatGPT, on va voir ce qu'il me raconte. Ah, il fait des... art vidéo. C'est quoi, c'est Akonsi, ça? Non? On dirait Akonsi, un peu. Le remote conservation vidéo performance. Batman, ok. Screenage. That hurts, ok. Bon. L'intérêt de ChatGPT, c'est qu'il a de la ref, quoi. Ça fait plaisir. Alors, de la performance de vidéo and back again. Bon, oui, donc alors ça il me semble que c'est Akonsi. On va voir si on peut pas avoir Akonsi. Merde. Ah, putain. Merde. Alors, Akonsi. C'est vrai qu'Akonsi c'est quand même pas mal. Faudrait peut-être que j'étudie un peu plus. Après, ça me... Enfin... Attends, on va... C'est vrai qu'Akonsi c'est quand même pas mal. Ça me parle pas mal. En même temps, c'est vrai que... Moi j'avais l'impression que les gens qui s'intéressaient, c'était quand même des gens très bourgeois, américains. Et bon, en fait, c'est un truc qui m'embête un petit peu au final. C'est que j'ai l'impression que... Toujours ce côté un peu de pièce minimaliste, quoi. Il y a un rapport, au final, je trouve très... En fait, déconnecté du quotidien, déconnecté. Moi, par exemple, il y a ce truc-là de me dire, en fait, comment dire, j'ai l'impression que dans mon quotidien, c'est, voilà, il faut, j'ai une injonction à aller travailler, j'ai une injonction à trouver de l'argent, payer mon loyer, etc. Une injonction quelque part à trouver du sens dans un monde dans lequel il y a beaucoup de violence. En fait, je vois quelque part que je suis pris dans un monde de violence, quelque part, et que je n'arrive pas à trouver des espaces dans lesquels je puisse trouver une forme de sincérité ou une forme presque d'expression de soi ou de soi radical, si on veut, quoi. C'est comme si j'ai sans cesse l'impression d'être pris, alors d'abord appelé un spectacle, quoi, pris dans un régime quelque part un petit peu où tout paraît un peu faux, où les choses ne me paraissent pas avoir beaucoup de sens, en fait. Mais dans le monde de l'art aussi, dans le monde de l'art, ce que je remarque aussi, c'est que le monde de l'art s'inscrit aussi dans une forme de taylorisation de la forme. Chacun est spécialiste de sa petite forme, etc. Et j'ai l'impression que c'est aussi un appauvrissement de la subjectivité. Que dans l'art, en tout cas, peut-être c'est l'art contemporain si on veut, ou peut-être l'art conceptuel, je sais pas, mais même si moi j'aime beaucoup l'art conceptuel, je me sens artiste conceptuel. Bon, mais j'ai l'impression d'y voir quelque chose, comment dire. Ce qui m'avait blessé, c'était ça, c'était de voir que, en fait, la figure de l'artiste contemporain, qui se voudrait une figure émancipée, etc., reproduit en fait une espèce de subjectivité qu'il ne contrôle pas, quoi. C'est-à-dire quelque part que, et là je pense un peu plus à Jacques Rancière et à la question du spectateur émancipé, par exemple. J'essaie, quand il pense, qu'est-ce que serait qu'une subjectivité émancipée, en fait, moi je vois comme une subjectivité postmoderne, quoi. Là, pour moi, on n'est pas dans une subjectivité postmoderne. On est l'idée quelque part que voilà, qu'est-ce que fait un artiste? Il produit des œuvres,
qui sont des espaces spécialisés sur une forme. Il passe son temps à travailler une forme comme ça, de manière un peu monomaniaque. Et sa vie, c'est ça, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pour moi une espèce de manière de ne pas se préoccuper de, comment dire, d'une métaphysique du quotidien, quoi. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est pas forcément d'échapper au quotidien. C'est d'essayer quelque part de comprendre le quotidien. Il y a quelque part un caractère ontologique chez moi dans la recherche, non pas tant du banal, entre guillemets, mais en fait, c'est que là, je vois des artistes qui sont comme des spécialistes, en fait, dans une sorte de tour d'ivoire, quoi. C'est la tour d'ivoire de l'art. On reste on reste entre artistes, voilà. Et on pourrait faire la même critique des scientifiques, des mathématiciens, etc. D'être dans une sorte de tour d'ivoire, mais au final de se dire, mais qu'est-ce que vous avez connu du monde? Qu'est-ce que vous avez connu quelque part de ce que la réalité peut offrir dans sa diversité, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu la figure du nomade au sens aussi de Deleuze. Excusons-moi de citer plein de références, mais en fait c'est, et encore ça va, c'est cette idée quelque part en effet du voyageur, quoi, de voyagereuse même, j'ai envie de dire. Comment on peut quelque part se nourrir d'une multiplicité, concept encore deleuzien, comment on peut quelque part ne pas chercher une spécialisation, mais être quelque part dans une ouverture à ce qui peut être, quoi. À ce qui peut être, à différents espaces, différentes cultures, voilà. Moi, c'est ce côté généraliste qui m'intéresse. Alors là, justement, dans la Conci, bon, évidemment, on a une... Voilà, moi, je suis pas du tout contre, évidemment, enfin, moi, ça m'a plu l'art conceptuel, mais je veux pas forcément être artiste conceptuel au sens où je ne veux pas être spécialisé quelque part comme dans un seul type de production. Ce qui m'intéresse, c'est penser quelque part la subjectivité dans une sorte d'ouverture générale aux choses et au monde. Encore une fois, quoi. Je pense en fait à un film de comment il s'appelle, c'est le Caméléon, la série Le Caméléon. Voilà, une série américaine de Stephen Long Mitchell. Et en fait, dans lequel donc le personnage principal est supposé doué d'une intelligence exceptionnelle, donc. Et en fait, à chaque épisode, il change de métier. Et donc pour moi, c'est une parabole quelque part d'une subjectivité nomade, disons, dans lequel, voilà, quelqu'un qui va se confronter à plein de métiers différents, à plein de choses différentes, qui va explorer plein de choses et qui va pas être enfermé dans un seul espace, quoi. Et moi, pour moi la figure de l'artiste, qui pourrait être une artiste peut-être, je sais pas, post-contemporain, je sais pas ce que ça veut dire, ou autre chose que contemporain. Pour moi, peut-être le contemporain c'est fini. Peut-être qu'il faut arrêter avec ce truc-là, ça va pas. Bon. Mais c'est voilà, c'est penser quelque part une manière d'agir dans d'être capable de naviguer dans le langage, quoi. Enfin, dans les différents langages. Peut-être qu'on pourrait peut-être penser la poésie, parce que la poésie n'a pas ce rapport-là aussi, n'a pas ce même rapport que la question artistique. Mais il ne s'agit pas de penser l'artiste comme un producteur culturel, mais comme étant quelque chose qui relève d'une certaine quelque part, comment dire, d'une certaine réflexivité et maîtrise des processus de subjectivation, ne serait-ce que pour soi-même, quoi. C'est comme ça que j'essaie de le penser. C'est ce qui m'intéresse aussi justement dans le rapport au spectacle, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un rapport très fort avec la question de l'industrie culturelle. Que ce qu'on appelle l'industrie culturelle, quelque part, relève de ça aussi. D'un espace qui permet de mettre en commun, en fait, les différents médiums, etc. Donc d'une espèce d'espace d'échange, comme une sorte de gare. Comme dans une gare où il y a plein de trains qui arrivent de plein d'endroits, bah, c'est un espace d'échange de médiums. Tout comme, quelque part, l'espace d'exposition physique permet d'exposer à la fois de la peinture, de l'art vidéo, des trucs sonores un petit peu, enfin des choses qui relèvent de l'art visuel mais au sens très large et pas spécialisé par médium. De la même manière, un écran permet de mélanger différentes esthétiques, différentes peintures par exemple ou différentes choses au sein d'un même espace. Donc il y a l'idée comme ça quelque part de centralisation finalement, de centralisation mais au sein d'un espace qui permet de relier beaucoup de choses, quoi. Tu dis que ouais, Walter Benjamin peut être lu contre la lecture muséale habituelle. Oui, en fait, c'est que pour la question de l'aura au sens de Benjamin, bon, j'ai l'impression qu'en effet, il dit quelque part que cette aura qui était présente dans la peinture s'est diluée dans la photographie, etc. Bon,
Moi, j'ai l'impression quelque part que c'est pas le cas. J'ai l'impression que ce qu'on appelle aura, et je peux me tromper, relève quelque part d'un rapport d'une forme de raréfaction de l'expérience esthétique. C'est-à-dire que une peinture incarne une certaine forme de subjectivité qui a atteint un territoire existentiel spécifique à un moment donné de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un artiste qui, parce qu'il était atteint d'une certaine mal de l'époque, il va quelque part être un symptôme d'un problème, si on veut, et il va essayer de trouver une solution à ce problème en allant travailler sa subjectivité jusqu'à atteindre un point de tension. Et ce point de tension va s'inscrire sur une toile, sur quelque chose, comme une forme de témoignage de sa recherche pour trouver une solution. Donc c'est à la fois une manière un peu de soigner l'époque et d'en témoigner, voilà, de montrer quelque chose, de garder une mémoire qui doit se dire. Et en ce sens-là, ce que je suppose, c'est que lorsqu'on est confronté à une peinture, on est confronté au travail de l'artiste et on est confronté aussi au mal de l'époque qu'il transporte avec lui dans son travail. C'est intéressant, du coup, et que l'aura, c'est ça. L'aura, c'est donc une sorte de porte vers un autre monde, si on veut. C'est une sorte de mémoire, c'est la confrontation à une mémoire. Mais si je regarde un documentaire sur... je vais avoir un exemple un peu chaud, mais pourquoi pas. Je dis ça parce que j'ai emprunté un bouquin de Johan Chapoutot aussi, là, donc ça fait partie des rêves que je fais circuler. Je suis en train de circuler entre plein de rêves, c'est bien. Si on regarde un documentaire sur le nazisme, je vais être confronté à l'aura du nazisme. Hein, parce que le documentaire va peut-être me faire ressentir ce que c'était que l'époque du nazisme, et je vais peut-être me sentir pas très bien. Bon, mais je vais quelque part ressentir l'aura qui va être traversée par ça. Donc pour moi, ce qu'on appelle l'aura, c'est quelque part la transmission quelque part d'un rapport à une époque. Ce que je peux supposer, c'est que lorsque cette transmission devient généralisée, l'aura ne passe pas par un seul espace qui serait la peinture, mais passe par un espace qui serait distribué, qui serait la photo par exemple. Et donc du coup, je ne suis plus tout seul à ressentir cette aura-là, ou je ne suis plus un petit groupe de personnes privilégiées, enfin privilégiées entre guillemets, d'artistes qui vont quelque part regarder les toiles de peinture, mais ça va être distribué. Donc du coup, il va y avoir une distribution de l'aura. Donc du coup, cette distribution va diluer l'aura. Ce que je propose, c'est que l'aura n'a pas disparu avec la reproduction, elle est simplement diluée, mais on peut dire aussi qu'elle est démocratisée. En ce sens-là, la peinture ne fait plus goulot d'étranglement, parce qu'elle est unique, mais elle fait circuler quelque part l'aura. Moi, j'ai l'impression, devant plein de peintures, que je m'emmerde profondément, je ne ressens pas d'aura, je n'ai, à vrai dire, sauf peut-être quand j'étais enfant, parce que c'était un peu nouveau, et encore, parce que bon, voilà, je n'ai pas vraiment ressenti, devant une peinture en particulier, quelque chose qui reviendrait d'une forme d'aura transcendantale. Ou alors, oui, mais dans ce cas-là, autant que pour un film ou un dessin animé ou autre chose, ce qui suppose pour moi quelque part que l'aura de la peinture, c'est comme dilué dans plein de contenus culturels, de telle manière quelque part que la relation de distance qu'elle entretenait jusque-là avec les publics anciens qui n'avaient pas d'autre accès que la peinture comme espace de médiation, font que pour moi ça n'était pas le cas, parce que j'avais déjà eu une médiation avec cet espace-là, avec d'autres lieux que la stricte peinture. En ce sens-là, bon, il n'y a pas de différence fondamentale entre l'industrie culturelle, quelque part, qui enregistre quelque part une circulation d'images, de films, etc., et de l'autre, l'industrie culturelle qui est un musée, qui est une industrie culturelle aussi, quelque part, mais simplement une industrie culturelle sur un temps long, une industrie culturelle du patrimoine. Mais voilà, il n'y a pas de différence à faire en fait. La peinture, elle a besoin d'une infrastructure pour exister. Elle existe parce qu'il n'y a pas de... Parce que, à moins que vraiment les gens aient fabriqué les peintres aient fabriqué vraiment leurs toiles eux-mêmes à la main en élevant leurs propres moutons pour faire de la laine, je sais pas si ça des boutons, mais pour faire leurs toiles avec de la toile. Voilà, en fait, du moment où ils achètent quelque chose dans un commerce, où ils ont besoin d'une institution pour l'exposer, etc., ils font partie d'une infrastructure. Donc au final, cette infrastructure peut aussi être appelée industrie culturelle. Simplement, elle est d'un autre ordre, elle n'est pas la même, fait pareil, etc., bien sûr. Mais cette distinction m'apparaît trop problématique. Après, je ne sais pas exactement comment en parle Walter Benjamin ou comment en parle Guy Debord très exactement non plus. Mais j'ai l'impression que la question du spectacle chez Guy Debord, par exemple, c'est là où ça me gêne, c'est que Guy Debord parle de spectacle lorsqu'il parle de l'industrie du film, enfin du cinéma par exemple, ou de... Même s'il ne va pas dire ça comme ça, il va dire que c'est plutôt le rapport à l'argent, bon d'accord, mais ça que c'est jamais très clair chez lui, mais
En fait, on va dire oui, ils vivent les livres, mais les livres aussi, ils viennent d'une industrie culturelle. Les livres, ils font partie d'une industrie culturelle, d'un circuit d'édition, et c'est pas neutre. Enfin, voilà. Donc, en fait, ça m'apparaît maintenant trop facile, ce truc-là. Et je trouve que moi-même, je me suis beaucoup pris dans ces concepts-là, et j'aimerais bien pouvoir en sortir parce que je pense qu'il y a là-dedans quelque chose qui relève beaucoup d'une forme de violence de classe implicite, évidente. Voilà. On va voir, on y est là. Oui, je vois que tu en parles après, de toute manière, tu reprends la question que je raconte, etc. C'est intéressant l'idée que, voilà, que c'était d'un communisme matériel de la culture, sachant que c'était aussi la thèse de Guy Debord. C'est-à-dire que Guy Debord essayait de penser un communisme sémiotique. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on y est peut-être, quoi. C'est peut-être que voilà, cette infrastructure-là produit un communisme sémiotique. Alors, je pense quelque part que Guy Debord voulait s'opposer quelque part à la question de l'argent. Il y a une sorte de critique de l'argent dedans, évidemment, qui serait comme une marque de falsification. Euh, Mais je me demande à quel point c'est pas un problème de voir ça comme ça. Franchement, je crois quelque part qu'il y a en effet évidemment une pensée marxiste sous-jacente, c'est évident, mais que si on reprend quelque part, bon, Guy Debord, je peux pas vraiment trop le critiquer parce que je comprends pas trop ce qu'il raconte très précisément, donc c'est compliqué d'avoir une critique claire. Euh, mais j'aime bien m'appuyer sur des a priori que j'ai que j'ai pas lu du coup sur la pensée de moi, chez Poston, quoi, dans l'idée quelque part qu'en fait la question de l'argent est une espèce de projection de la question de l'antisémitisme et que qui se focalise sur l'argent en fait. Alors que l'argent on pourrait le voir comme une technique et si on le voit comme une technique, on n'a pas à la moraliser quoi. On a à comprendre ce que ça veut dire comme technique. J'ai l'impression qu'en effet l'argent peut être vu comme une exosomatisation d'un processus, disons, pré-humain, enfin pré-humain, oui, un processus de subjectivation, si on veut. Et qu'en ce sens-là, il faut le prendre comme tel. Et que la question du communisme et de la culture, en fait, l'argent fait partie d'un communisme et de la culture et il agit comme un espace de régulation dans des rapports culturels qui sont déjà présents. Et il n'y a pas de truc qui soit faussé, quoi. C'est pas du faux, quoi. Bon. Je sais pas comment le. Bon. Et en même temps, il y a aussi quelque chose qui fait que cette industrie culturelle est toujours en attente, quoi. C'est toujours un support, une interface, mais il y a toujours quelque chose qui y manque aussi, hein. Et donc, moi, c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque à cette industrie? Qu'est-ce qui manque à cet espace de culture? Qu'est-ce que cette culture refoule? Qu'est-ce que cette industrie culturelle refoule? De quelle manière elle est à la fois un espace qui permet de créer du commun, et comment en même temps ce commun rejette aussi enfin, produit la censure, produit un rejet ou produit une forme d'organisation qui ne serait pas si juste que ça. Ça, c'est une autre question aussi, quoi. Et pour moi, la question du rapport de classe, il se situe là-dessus, entre le fait d'être intégré ou enlevé de ça. Je pense que la bourgeoisie, quelque part, d'une certaine manière, c'est pas une classe, mais c'est toujours des groupes qui, quelque part, sont extériorisés. Enfin, il y a quelque chose comme ça pour moi, qui me semble assez évident maintenant. Qui sont une forme d'extériorité. Et parce qu'ils sont extérieurs, ils produisent quelque part quelque chose qui crée une singularité, en fait. Donc je pense en fait que la bourgeoisie n'est pas une classe sociale. Je pense que la seule classe qui existe, c'est justement la classe culturelle dominante, de l'industrie culturelle, et que la bourgeoisie, en fait, mais peut-être que je me trompe, en tout cas les bourgeoisies culturelles sont toujours des micro-classes culturelles, comme une sorte de sous-culture, si on veut, enfin, des micro-cultures, quelque part, qui n'ont pas trouvé un espace dans l'industrie culturelle. Et même aussi dans un sens qu'il est possible que la bourgeoisie financière soit aussi dans ce même rapport. Que dans un sens, elle incarne des microclasses, mais pas forcément strictement culturelles, mais peut-être d'ordre affectif. En ce sens, la bourgeoisie ne serait pas une classe. C'est un peu contre-intuitif, mais ça peut se tenir.
Non, mais je suis d'accord, moi j'ai déjà fait ça. En fait, le problème, c'est que moi j'ai déjà fait ça plein de fois, documenter la performance, préparer une œuvre, etc. Bon. Mais en effet, c'est un acte complet dans le fait de le faire, c'est pour ça que je le fais, c'est une recherche qui vaut pour elle-même, merci, merci, une œuvre sans œuvre, etc. C'est pas un problème. Le problème, c'est la question aussi comment dire, de son intégration quelque part, quoi. Et jusque-là, c'est que si j'enregistre, mais que je les mets sur mon disque dur, bah du coup, c'est toujours à l'état de potentiel pur, quoi. Et Agomen parle de ça. Agomen parle d'une potentielle Godendi. Moi, j'ai l'impression que j'ai travaillé ici sur cette potentielle Godendi. Je travaille sur la puissance, c'est très bien, bon. Mais du coup, tant que je suis en puissance, il n'y a pas non plus d'effectuation. Il n'y a pas d'acte qui s'effectue. Et je pense que ce qui peut être intéressant aussi, c'est quelque part, peut-être de mettre en ligne, c'était le but aussi, de mettre en ligne quelque part ces vidéos, notamment sur YouTube, voilà, bon, et puis bon, voir, bon, personne les, enfin, pas grand monde les verra, mais c'est pas très grave. Ça permet tenir une archive, tenir quelque part quelque chose et tenir un flux aussi. Quitte à ce qu'il soit mis sur un site internet ou un truc comme ça. Mais là, ça pourrait être un espèce de projet comme ça, comme une série de vidéos quelque part qui documente cette recherche progressivement, quoi. Chose que j'ai déjà fait auparavant. Mais la question, voilà, c'est un petit peu de voir ça comme ça, quoi. Bon, honnêtement, j'ai un peu la flemme de. Il m'a rajouté des mêmes images. J'ai un peu la flemme de voir. Enfin, de lire les articles. Hein, les articles là, qui ont été envoyés, de vidéos à Conti, etc., etc. En fait, je me suis beaucoup intéressé à l'art à un moment donné, évidemment, dans mes études d'art. J'ai l'impression quelque part que ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est un travail sur la forme, sur plein de choses, etc. Et puis progressivement, en effet, j'y vois un espèce d'espace un peu fermé. Alors fermé, pas tant que ça, parce qu'il reste quand même, comment dire, accessible. On peut voir sur Internet, c'est ça, on peut évidemment voir sur Internet ce qui se fait dans l'art, etc. Bon. Mais c'est un milieu qui socialement est fermé. C'est-à-dire que c'est un milieu qui agit en espace fermé socialement. Il faut avoir un peu de la thune pour aller dans des, voilà, pour voir des expos, voir des musées, etc. Donc en fait, c'est un milieu spécialisé, quoi, si on veut. Alors, si j'ai suffisamment d'argent, comment dire, ou d'envie d'y participer, c'est super. Et les gens qui le font, c'est super. Bon. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup souffert pendant le Covid aussi. Enfin, que dans le sens d'avoir fait quelque part un travail de recherche sur des questions esthétiques et politiques qui me semblaient importantes, de m'être aussi désocialisé d'un milieu artistique après mon école d'art, et en fait de ne pas avoir justement l'argent ou l'espace pour me socialiser dans des espaces culturels dans lequel quelque part je puisse trouver des espaces d'échange, etc. Alors peut-être que c'est parce que quelque part je me suis un peu, je sais pas comment on dit, tiré une balle dans le pied, moi j'appelle pas ça comme ça, mais bon pourquoi pas, et que du coup ça prend beaucoup de temps pour construire entre guillemets une espèce de réseau, etc. Mais je pense que c'est aussi des contraintes structurelles, simplement, c'est-à-dire que bah, c'est bête, mais par exemple, être agriculteur ou être serveur, c'est un métier qu'on peut faire un peu partout. Voilà. Être artiste, c'est compliqué de le faire en race campagne. C'est compliqué. Euh, En tout cas, si on veut exposer, en fait, en galerie, etc. Parce que ça demande de se déplacer, de voir des gens, etc. Ou bon, on travaille à distance, vraiment, ça peut être compliqué quand même. Et donc, du coup, voilà, il y a un truc de. Être artiste, en fait, suppose une forme de vie, quelque part. Une forme de vie minimale qui s'inscrit au moins dans un rythme de vie qui reste. Euh, En fait, je regardais là par exemple bon, dans le fil Instagram justement une personne qui faisait, et pour moi c'est aussi de l'art aussi de faire ça bien sûr, une personne qui faisait une sorte de podcast dans lequel elle se moquait des artistes hors sol.
en disant, enfin voilà, en faisant une sorte de sketch quelque part et en le limitant. Donc on a ici une sorte de scène, hein, une scène esthétique qui se met en place sur Instagram avec des gens qui, souvent des personnes assez amateurs, hein, mais pas que, qui se mettent en scène, qui font une sorte de stand-up, etc. Bon, truc, bon. Et la personne se moquait en disant, oui, voilà, moi je suis artiste, une fois je suis sorti avec un mec, il travaillait, la loose, voilà, il a même pas pu venir à une de mes expositions parce que c'était à 14 h et que il m'a dit qu'il fallait qu'il travaille. Waouh, je lui ai dit, dis donc que t'es sacrément un mouton, quoi. Bon, et évidemment, ça fait un peu rire parce qu'on se dit, d'accord, mais bon, peut-être qu'elle, elle a le privilège de pas travailler, mais il y a d'autres gens qui sont obligés de le faire et qui peuvent pas justement être dans un mode de vie artistique dans lequel on se permet d'étudier des choses, de faire de l'art, d'exposer, etc. Parce qu'on n'a pas accès à ces réseaux-là, parce qu'on a des contraintes quelque part alimentaires qui nous obligent à être ailleurs. Et en même temps, moi-même en tant qu'artiste, j'ai été dans cette position-là aussi beaucoup, c'est-à-dire à revendiquer comme un droit, et je pense que ça l'est aussi, de prendre du temps pour faire mon travail, de travailler le minimum, voilà, de revendiquer quelque part comme une espèce de droit à participer de ça. Enfin, en fait, je comprends bien le truc aussi quelque part, mais c'est comme si quelque part en tant qu'artiste on avait le droit quelque part de s'exempter d'une espèce de je veux dire quelque part pour beaucoup de gens c'est on n'a pas le choix que de travailler voilà et pour pas mal pour des gens qui seraient inclus dans un milieu artistique quelque part la question d'argent ne se pose pas ou elle est comme contingentée quelque part à l'appartenance à un milieu dans lequel ils vont être inclus sans se poser quelque part le prix symbolique de cette inclusion quelque part et que ça agit vraiment quelque part comme une forme de captation symbolique. Je sais pas, pardon, je suis pas clair ce que je raconte. Ce que je veux dire, c'est que je vois ça exactement comme en fait quelque part une sorte de capture de la subjectivité, quoi. C'est-à-dire comme un monde professionnel, quoi. L'espace de l'art devient un monde professionnel. Soit on est bourgeois quelque part et on n'a pas besoin d'argent pour exposer, soit quelque part on ne l'est pas et dans ce cas-là il faut en faire un objet de commercial si on veut, mais en tous les cas on est pris dans des modes je me tourne en rond dans ce que je raconte, mais en fait je voyais quelque part là-dedans qu'il y avait que là où l'espace de l'art apparaissait comme un espace potentiellement d'émancipation, il apparaît surtout comme un espace de luxe en fait, dans un espace quelque part un petit peu comment dire, oui, de marchandises culturelles de luxe. Hein. C'est vrai que c'est un terme qui a été utilisé par un de mes professeurs. Du coup, plutôt à destination de la haute bourgeoisie, qui peut se permettre d'avoir le temps de faire des expositions à Paris, quoi. En gros, pour faire simple. Et du coup, je trouve que quelque part, là-dedans, il y a un problème pour moi qui se pose, qui est que c'est pas une manière de considérer sérieusement la question de l'esthétique. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la question de l'art, au sens d'un art, au sens quelque part de pratique culturelle destinée à la bourgeoisie qui a le temps de le faire, mais c'est de penser la question esthétique, ou la pensée quelque part, la question d'une forme d'émancipation par l'esthétique, qu'on peut appeler l'art si on veut, mais ça dépend de qu'est-ce qu'on met l'art là-dedans, qui reposerait sur une interrogation du rapport entre, d'un côté, la question esthétique, la question des images, des sons, du langage, etc., et de l'autre, la question de l'émancipation, la question de la subjectivité, ou voire la question du politique, en tant que tel. Et pour moi, je me sens artiste, au sens où je travaille cette question, et je la travaille sur le plan des formes. Mais simplement, cette question d'artiste ici, c'est pas la même question de l'artiste que celle qui est posée dans, historiquement, la question de l'industrie culturelle qui serait posée ici par la bourgeoisie. En gros, ce que je dis ici, c'est que l'espace d'exposition au sens classique, au sens du white cube, ou au sens de grands espaces d'exposition, c'est des espaces d'exposition qui sont d'abord réservés à la bourgeoisie, structurellement. Comme le monde Bourdieu, mais pour moi, c'est aussi quelque chose qui est presque dans la manière, dans le mode de vie, et même dans du coup, la manière même de l'être, quoi, si on veut. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que il y a un enjeu de classe pour moi. C'est à la fois une violence de classe qui m'est posée dans parce que je me sens à cheval entre différentes classes, si on veut. Donc pour moi, c'est déjà une violence de classe là-dessus. Devoir m'inscrire dans ce jeu-là pour participer à un espace esthétique, si on veut, ou qui pose la question de l'esthétique. Mais c'est aussi une sorte de violence symbolique exercée contre la notion même de l'art et de l'esthétique. Parce que ça veut dire quelque part qu'on est sur une version extrêmement réduite de la question esthétique. C'est comme si finalement ce qui relève de l'art ne devient plus un espace d'exploration ou de recherche sur la question du langage, sur la question de l'esthétique, etc. Mais ça devient un jeu fermé, en fait. Un jeu fermé qui ne s'interroge plus sur son extériorité. Ou qui utilise l'extériorité quelque part pour parler entre eux,
mais qui n'est pas un espace de réflexivité ou d'interrogation, en fait. Ça serait un petit peu comme une université qui essaierait de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que le monde, et qui serait dans cette question de savoir, et une université qui essaierait quelque part simplement d'avoir le plus de financement pour mener des projets, mais le but c'est juste qu'elle soit bien cotée par exemple sur un marché. Donc en fait, elle se ferme sur elle-même, elle se ferme sur une espèce de concurrence entre elles ou juste sur elle-même, elle n'est plus ouverte sur l'extérieur et elle oublie presque quelque part son existence. Voilà. Et donc moi j'ai l'impression que c'est ça qui m'a blessé beaucoup progressivement, parce que je voyais ça comme étant un désaveu quelque part, ou une trahison quelque part de la puissance que je pouvais poser dans l'art en fait. Dans ce que j'appelais pour moi l'art, c'est-à-dire un espace d'exploration du monde. Et ce que je retrouve aussi chez Barreau, Aurélien Barreau, lorsqu'il dit que lui, il cherche à faire son métier de physicien en poète, mais qu'il y a très peu de gens qui font ça, qu'en fait l'astrophysique ça peut être très chiant et très productiviste, et que lui il essaie de le faire en tant que poète. Et moi c'est pareil, j'essaie de faire mon métier d'artiste en poète. Ça paraît bizarre à dire, mais c'est un peu ça. Et en fait, je pense que être artiste aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec être poète. Donc, si être artiste, c'est simplement quelque part s'inscrire sur un marché esthétique, alors, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un productivisme dans l'art, en fait, ça veut dire quoi. Et qu'en effet, je me sens très proche d'Aurélien Barraud parce que j'ai l'impression qu'il pose des mots quelque part que j'ai pas beaucoup entendu chez des artistes, en fait. C'est ça qui me blesse. Enfin, pas chez tous les artistes non plus, hein. Mais je trouve que pour moi, je cherche une forme de beauté et, et je trouve que cette beauté, je ne l'ai pas trouvée dans les espaces de l'industrie culturelle de la bourgeoisie ou des espaces d'exposition, etc. Euh, parce que j'ai l'impression que précisément, ce n'est pas là que j'y vois une beauté, c'est que cette beauté m'apparaissait comment dire, pas assez radicale. Pas assez radicale. Parce que quelque part, la structure empêche ça. Empêche cette beauté. À Conti. Oui, bah c'est bien dit, hein, c'est la séparation radicale entre la forme et le vécu. C'est exactement ça. Hein. Hmm. Oui, bon, c'est bien. ChatGPT a toujours les bons termes, de toute façon, il me fait chier. Hein. Il est toujours très bien. Bah, c'est la différence que pour le spectateur émancipé, c'était un peu différent, mais bon, c'est pas exactement ça. Mais... pour Jacques Rancière, moi j'ai été beaucoup touché par le spectateur émancipé, donc au contraire, j'ai essayé de me réapproprier cette figure du spectateur émancipé en supposant quelque part que tout ce que je voyais, enfin, que j'étais un spectateur en général, que je pouvais regarder n'importe quoi comme étant de l'art, et donc du coup, je devenais émancipé par rapport à ça. Mais c'est vrai quelque part que Jacques Rancière pose la figure du spectateur émancipé en rapport au musée en général, en rapport quelque part à une question esthétique, à une formation au regard qui se porte dans des objets structurés ou considérés comme étant de l'art. Quoi. Bon. Alors que moi, j'essaye plutôt d'étendre la question du spectateur émancipé au quotidien en général, c'est-à-dire aux écrans déjà, aux smartphones, mais aussi à un frigo, une balade en forêt, si on veut. Enfin, tout devient une performance, quoi, si on veut. C'est-à-dire que quelque part, nous pouvons tous être considérés comme des spectateurs émancipés. Simplement, il y a des gens qui s'en rendent compte et d'autres non. Il y a des gens qui en ont conscience et d'autres non. Mais le geste est le même en fait. Voilà, c'est toute la question du ready-made. On peut dire que la vie entière est une espèce de performance ready-made. Et c'est penser l'existence comme une sorte de performance ready-made, quelque part, dont on peut prendre conscience et dont on peut aussi, du coup, agir et travailler dessus. Donc c'est en effet penser quelque part le lien entre la forme et le vécu, et même la forme du vécu, si on veut. Et c'est un peu plus proche de Alan Capro, peut-être, là-dessus. Oui, mise en jeu de la subjectivité elle-même, c'est très bien dit, oui. Bon, enfin, c'est ce que je l'ai dit aussi, mais...
Oui, plasticité de la subjectivité, c'est bien trouvé aussi. Hein. Ça, c'est très bien vu ça. En effet, ce que je dis, c'est que du coup, cette plasticité de la subjectivité, elle me semble beaucoup plus compatible avec les objets de l'industrie culturelle. C'est-à-dire, quelque part, Internet, tout ce qu'on a critiqué sur la culture du zapping, etc. En fait, ça m'apparaît être une sorte de subjectivité post-structuraliste, si on veut. Je sais pas si c'est le bon terme. Parce que tu parles de stéréotype de subjectivité post-moderne pour Jacques Rancière. Je sais pas trop ce que ça veut dire exactement post-moderne, à vrai dire, là-dedans. Je pense que c'est plutôt un truc un peu négatif comme t'en parles. Parce que moi, je confonds un peu post-structuraliste et post-moderne. Moi, je pense que j'essaie de trouver un post-structuralisme de la subjectivité, hein, en particulier, c'est ça. Et en effet, ce que je recherche, c'est donc une plasticité de la subjectivité, exactement. Et pas une identité artistique, en effet. Identité artistique étant quelque part une sorte de stabilisation de l'identité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est donc un rapport plastique. C'est en effet une espèce d'ouverture générale à un champ de subjectivité générale. Et ça me semble en effet un peu plus intéressant d'ouvrir ça. Ça me semble quelque part une ouverture. Et c'est vrai que là où le milieu du travail plastique, artistique semble chercher une spécialisation des formes, cherche plutôt un espace d'ouverture. Ce que je remarque, c'est que j'ai l'impression qu'on trouve ça un peu plus facilement, par exemple, dans la musique, enfin, dans certaines musiques, notamment d'improvisation, par exemple, en électroacoustique. Ou, bon. En tout cas, c'est ce que moi j'ai l'impression qu'on apprend un spectre plus général. Voilà, bon. Après, c'est étrange, parce qu'en école d'art, on apprend une multiplicité de médiums. Je pense qu'en effet, il y a deux tensions. Il y a une tension entre un apprentissage qui vise une multiplicité et un apprentissage qui vise quelque part une spécialisation. Ce qui me semble assez évident, c'est que la multiplicité semble être liée quelque part à un idéal d'émancipation hérité un peu de mai 68, quelque part plus ou moins, des situationnistes et de Fluxus. On a par contre dans la spécialisation une injonction institutionnelle qui relève à une intégration dans le néolibéralisme. Et donc à penser quelque part la subjectivité comme étant inscrite dans une spécialisation. Et en même temps, pourquoi pas? À vrai dire, c'est aussi intéressant. La spécialisation, elle peut être aussi très belle, de se concentrer sur un segment extrêmement fin toute sa vie, ça peut être très bien aussi. Mais c'est une tension qui n'est pas résolue et qui n'a peut-être pas à l'être. Ouais, l'aura n'est pas une propriété de l'objet, mais une transmission d'un rapport à une époque, ouais. Raréfaction de l'expérience, ouais. Ah, attends, tu me dis que j'ai fait le travail, mais que je suis resté au seuil de potentiel Godendi. Ok. Oui, c'est une question d'acte. Alors, c'est la question d'ailleurs qui est posée entre. En fait, c'est que cette question de potentiel Godendi. En effet, Agamben s'y réfère. Lui-même, il parle de potentiel Godendi, mais on a une tension entre Agamben et Frédéric Lordon. Frédéric Lordon va s'appuyer sur Spinoza pour critiquer la potentiel Godendi, en disant qu'il n'y a de potentiel Godendi que effectué. C'est-à-dire que il semble quelque part que, voilà, que pour Spinoza, c'est que dans l'acte qu'il y a une puissance, sinon ça n'existe pas. Alors, moi je ne serais pas forcément d'accord avec ça, je pense qu'en effet, on peut penser une puissance. C'est-à-dire quelque part que si j'ai une batterie chez moi, par exemple, ou du bois, mettons, je vais faire, je vais pas chauffer mon logement tout de suite, mais je sais que je peux le chauffer. Je sais quelque part que je peux chauffer avec le bois ou la batterie, je peux chauffer mon logement. Donc en fait, quelque part, j'ai la possibilité de chauffer mon logement, mais je ne l'ai pas chauffé parce que je n'en ai pas besoin tout de suite. Donc la potentielle Godendi, pour moi, quelque part, c'est de la réserve, c'est de la prévision. C'est d'avoir quelque part une marge. C'est ça que ça fait, en fait. En attente, justement, de s'effectuer. Et voilà, donc pour moi, c'est quelque chose qui est pensable très facilement sur un plan physique, quoi. Donc ça me semble pas... pour moi, ça me semble quelque chose de très concret, quoi. C'est pas du tout un problème, cette question de puissance. Mais c'est pareil, tant que je réfléchis dans mon coin, il se passe rien. Enfin, c'est très important. J'avance très vite,
je clarifie ma pensée, c'est beaucoup plus... Voilà, bon. Mais cette pensée-là, si elle reste dans mon coin et qu'elle ne peut pas se confronter à un moment donné avec le monde social, bah, au final, je vais mourir avec. Et puis voilà, bon, alors peut-être quelque part qu'on va découvrir mes carnets après ma mort et puis qu'on va ne pas les lire. Ou alors, au contraire, dire « Ah, c'était un génie !» Bon, mais n'empêche que je serai mort. Donc peut-être que ça peut être bien aussi, voilà, de retourner après et discuter. Moi, c'était l'enjeu, quoi. J'ai fait ce parcours-là et voilà, c'est possible que tout ce que j'ai raconté pendant quelques années, c'était nul. Et au final, plein de gens ont fait le même travail et qu'en fait, j'ai tourné en boucle sur des choses pas intéressantes. Bon. Mais je pense pas, parce que j'ai quand même, bah voilà, j'ai essayé d'avancer sur quelque chose. Donc bon, faut voir. Moi, je suis content de ce que j'ai trouvé, quoi. Après, voilà, la question de l'exposition, de la mise en ligne sur YouTube, etc. C'est vrai qu'auparavant, je voyais ça comme étant, en fait, une sorte d'emprise. Mais je pense que ce que j'ai compris avant, c'est que, en fait, j'ai l'impression de m'être beaucoup culpabilisé par rapport à YouTube, parce qu'il y a toute une critique qui vient du champ de la gauche marxiste, de l'idée de la capture par les GAFAM, etc., d'un rapport très culpabilisant, enfin, de l'idée qu'on capture nos données, etc. Mais aussi qui vient aussi d'une crainte qui vient du milieu artistique en disant voilà, c'est un espace dans lequel on maîtrise pas ce qu'on met en ligne. Mais en fait, bon, bah, en fait, moi je me rends compte que j'ai culpabilisé du coup d'utiliser cet espace-là, mais quand j'ai essayé d'atteindre l'espace artistique classique, c'est-à-dire l'espace des musées, enfin des galeries, etc., bon, j'ai vu que c'était bien pire. J'ai vu comment l'infrastructure, enfin, ça dépend, c'est pas les mêmes choses, bien sûr. Mais que on peut critiquer évidemment les GAFAM, bien sûr, mais on doit le faire à condition de critiquer tout autant l'infrastructure culturelle que représente l'institution de l'art, qui est très fermée avec des gatekeeping, etc. Enfin, je veux dire, c'est plus facile d'exposer des vidéos sur YouTube que d'exposer dans un musée quand même, faut pas déconner quoi. Franchement, bon, donc voilà. Alors évidemment, peut-être que pas grand monde ne verra la vidéo YouTube, mais au moins elle aura été mise en ligne. Bon, après évidemment voilà, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes choses, ça parle pas de la même chose, bien sûr. Mais avant, je culpabilisais justement d'utiliser les outils numériques. Et maintenant, je vois aussi que bon, bah en fait, c'est aussi une manière de trouver un contrepoint à un système qui est violent, qui a déjà été critiqué depuis longtemps en fait. Donc je peux pas d'un côté être quelque part dans une critique de l'espace artistique quelque part, voilà, et puis en même temps bouder aussi l'espace des GAFAM. Bon, alors si, il y aurait une solution, ça serait d'être autonome, de faire son propre serveur, ou alors d'être dans un village à la campagne, d'être à la ZAD, et puis de faire une exposition dans une cabane. Ça pourrait marcher aussi, bon. Mais bon, là, j'en suis pas là, ça me conviendrait pas, je crois. Donc voilà, donc maintenant j'arrête de me sentir coupable et j'essaye d'aller. Il y a quelque chose qui. Évidemment, il y avait aussi sur YouTube aussi la peur d'une forme de harcèlement, comme il y a eu à un moment donné, à une époque, avec des gens que je vais pas nommer, mais un peu d'extrême droite qui étaient très très agressifs. Bon, je crois aussi quelque part que j'avais eu besoin de trouver pour moi de la force. Et là, ce qui se passe pour moi, c'est que j'ai l'impression de trouver une sorte de force, de trouver une inscription dans un quotidien un peu normatif, mais qui en même temps est assez structurant parce qu'il m'offre aussi une certaine sécurité matérielle et presque affective, si on veut. Et ce qui fait que je suis beaucoup moins dépendant d'un espace aussi sémiotique, ce qui devient intéressant. Parce que je crois que le risque aussi, quand on est artiste dans des espaces de musée, etc., c'est qu'on est extrêmement indépendant. C'est le seul espace social qu'on a, c'est celui-là. Donc on est très dépendant de son expression, quoi. Là, je trouve qu'il y a un truc qui devient intéressant. Pour moi, ces espaces-là numériques, ils deviennent très intéressants politiquement. Ils l'ont toujours été pour moi depuis longtemps, quoi. Mais j'ai vraiment eu du mal à l'assumer, quoi. Ça me, je crois que c'est un rapport à l'image de soi aussi, au risque de la perte de l'image de soi. Opérateur de subjectivation en milieu réel, c'est bien trouvé. Hein.
encore chaude, les parents dans le canapé. Bon. Abonnement là, c'est. Voilà. Bon, c'est pas mal. Après, je pensais peut-être faire un peu de musique. Bon, bah ok. Ça marche pas. Bon, on n'aura pas cardinal, tant pis, voilà. Tant pis. Bon, d'accord, très bien. Maintenant, ChatGPT, fais-moi une. Parce que là, bon, je vais peut-être bientôt arrêter cette vidéo qui dure déjà une heure. Fais-moi quelque part un résumé. Enfin, comment dire, de tout ce qui se passait jusque-là, une analyse aussi, une espèce de compréhension générale de tout ça, quoi, de tout ce qui a été dit jusque-là. Socialement fermé, géographiquement centralisé, économiquement contraignant, sur professionnalisé. Ok. Un luxe culturel plutôt qu'un espace d'émancipation, bien sûr. Oui. C'est vrai que ce qui me gêne, c'est pas l'élitisme, hein. Je suis d'accord avec ça. C'est que c'est pas l'élitisme si on veut, c'est plutôt quelque part que cet élitisme il est réservé si on veut, ou il est pas à la hauteur. Ouais. Parce que c'est vrai que, par exemple, je pense à la possibilité d'une forme d'élitisme populaire. Ça me dérange pas qu'il n'y ait pas grand monde qui fasse de l'art, après tout. Enfin, c'est pas grave si tout le monde n'en fait pas, les gens. Mais ce qui m'embête, c'est que tout le monde n'ait pas le droit de le faire, ou que si on doit le faire, c'est sous condition de dépendance, ce qui pose un problème. Ça me gêne pas non plus quelque part qu'il y ait une forme de hiérarchie dans l'art. Enfin, moi, ça me gêne en principe, bien sûr, parce que je pense que ça me semble ontologiquement un problème, parce que j'ai pas envie de hiérarchiser les esthétiques. Ça me semble un problème, mais bon. Euh, quelque part, ce qui me gêne aussi, c'est que la notion même. Enfin, s'il y a une élite, il faut quelque part qu'il y ait une forme de justification à une forme d'élite. Or là, justement, moi-même, j'ai du mal à reconnaître, comment dire, une forme d'élitisme dans ce qui se montre comme tel, comme art aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une œuvre est vendue très cher qu'elle m'apparaît intéressante.
Je vois pas quelque chose de beau là-dedans, en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose qui relève d'une... Alors c'est caricatural dit comme ça, mais c'est que des artistes qui vont être mis beaucoup en avant... euh, Alors bon, ça dépend, parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de canonisation, mais m'intéresse pas tant que ça. En général, c'est le cas. Duchamp n'a pas été reconnu avant assez tard. Donc il y a quelque chose qui fait quelque part que souvent ce qui relève d'une espèce de mise en avant d'artiste ou quoi est toujours très euh, à côté de la plaque, j'ai envie de dire. Enfin, donc il y a quelque chose qui relève. Enfin, comment dire, le fait qu'il y ait des recherches qui soient importantes, ok, mais j'ai l'impression de ça, c'est que il y a une forme de dissociation quelque part entre une recherche exigeante quelque part et la reconnaissance institutionnelle. Et que du coup, ce qui est reconnu comme entre guillemets élite au niveau de l'institution ne m'apparaît pas pertinent par principe même, quoi. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant cette idée de penser une élite populaire, c'est-à-dire que on pourrait supposer pour autant que dans l'espace populaire, il n'y ait pas forcément quelque part une espèce de... il ne s'agit pas de dire tout le monde est artiste pareil 100%, quoi, parce qu'il y a plein de gens qui s'en foutent et qui ne veulent pas faire ça, c'est pas la question. On peut supposer quelque part qu'il y ait des sortes de... Moi je me vois comme quelqu'un qui est inscrit dans un espace populaire pour l'instant, en tout cas, mais qui en même temps s'investit comme un espace vocationnel dans la question artistique, et beaucoup plus que beaucoup d'autres gens. Beaucoup plus que d'autres gens qui ne le font pas, simplement. Bon. Donc il y a quelque part ici quelque chose qui relève en fait d'une sorte d'avant-garde, quoi. C'est que je suis pas contre l'idée d'avant-garde en tant que telle. Qu'il faille quelque part des gens qui se posent sur une question, qui se spécialisent sur un sujet et qui veuillent opérer une transformation d'un point de vue minoritaire, en gros, c'est pas grave ça. Ce qui me gêne par contre, c'est qu'en effet il y a une captation de ces logiques-là par des logiques institutionnelles qui en font une image alors qu'en fait ça n'opère pas. Si quelque part en effet, comment dire, il y avait des élites quelque part qui étaient compétentes quelque part pour travailler les rapports entre quotidien et enfin entre forme et vécu par exemple, bah, peut-être quelque part que moi-même je pourrais reconnaître cette forme-là et me dire oui ils ont raison, dans les musées se passent des choses vachement bien, etc. Pour l'instant, même si moi j'ai visité quelques musées, j'ai vu des choses d'art contemporain et j'en ai beaucoup de choses qui m'ont intéressé beaucoup, qui m'ont permis aussi à mener ces réflexions que je mène aujourd'hui jusque-là, quoi, du coup. Aujourd'hui, je me pose de me dire, bon, en fait, moi j'ai l'impression depuis quelques années, quelque part, de, euh, de sentir que c'est pas là que ça se joue. C'est pas là qu'il y a quelque chose. Je pense un peu à Bernard Stiegler aussi, qui disait que l'avant-garde était dans le public. J'ai l'impression que la question de l'avant-garde ne se situe plus au niveau de la production. J'ai l'impression quelque part que, bien que ce soit nécessaire d'explorer cet espace-là, et il faut le faire, je pense que c'est absolument nécessaire et que c'est important, mais j'ai l'impression qu'on reproduit des logiques quelque part de productivisme. Enfin, la notion même de séparation entre artistes et producteurs, entre artistes et consommateurs aujourd'hui, et spectateurs, dans une forme quelque part institutionnalisée, structurée, centralisée, etc., m'apparaît encore quelque chose qui, en fait, m'apparaît un peu archaïque, quelque part. Et bien qu'on puisse expérimenter beaucoup de choses, ça m'apparaît encore archaïque et j'ai l'impression que c'est autre part que je veux expérimenter quelque chose. Voilà. Même si là, j'explore quand même ici une forme dans laquelle je suis producteur, si on veut. Bon. Mais en effet, c'est peut-être pas du même ordre, quoi. J'ai l'impression d'avoir cherché autre chose, quoi. Faut que je lise un peu plus à Agamben, il a écrit là-dessus sur cette question du spectateur. Je crois qu'il faut que je le reprenne là-dessus. Pour moi, c'est très proche de la question de Guy Debord aussi. Hein. Voilà. On y est en effet, hein, spécialisation et plasticité, oui, voilà. C'est vrai qu'on est dans une question de post-art, hein, littéralement. Hein. En fait, on ne s'intéresse pas vraiment quelque part à l'art comme profession. Non. Donc oui, je disais quelque part, voilà, c'est vrai qu'on est littéralement dans une question de post-art, et c'est très logique aussi, parce que c'était un peu la même continuité que j'ai fait avec la question de la grève du spectateur, etc., etc.
Euh, Redéfinition de l'esthétique, en effet, on parle d'une question esthétique qui n'est plus liée à un espace séparé et centralisé, ce qui était aussi la question de la séparation chez Göteborg, hein, comme ça que je l'ai compris aussi, dans une compréhension quelque part générale de l'art inscrit dans le quotidien. C'est-à-dire que c'est une sorte d'esthétique du quotidien. Quelque part, la forme n'est plus réservée à des espaces centralisés qui sont l'espace du musée, mais la forme est distribuée quelque part dans l'ensemble du sensible. Donc ça devient quelque part une espèce d'enquête ontologique où la question esthétique se pose dans l'idée que l'ontologie elle-même devient le matériau. On peut supposer quelque part que c'est ce qu'on pourrait appeler le musée-monde. Hein, c'était un truc qu'on avait travaillé avec un ami. L'idée quelque part que la réalité elle-même devenait un musée. En fait, c'est-à-dire que c'est comme si Dieu était un musée, si on veut, quoi, et que le monde était une sorte d'œuvre énorme, quoi, une installation dans laquelle nous étions en train d'explorer cette œuvre. En fait, voilà, la vie sur Terre correspond à explorer une installation générale, quoi. Donc ça veut dire que quelque part, on déplace la question de l'art sur la question du terrain ontologique, du terrain presque philosophique. Voilà, où en fait, de spectateur d'une œuvre, on devient spectateur du monde, en fait. Et on s'interroge sur cette position-là. Voilà, la vie entière est ready-made, exactement. Ça. Voilà, donc pareil pour Walter Benjamin, etc. Voilà, on fait en effet une sorte de synthèse sur la question des infrastructures. Il ne s'agit pas de rejeter l'espace de l'art contemporain. Encore une fois, je n'ai pas envie d'être dans une lecture réactionnaire en disant l'art contemporain c'est nul. C'est pas ça du tout que je dis, hein, bien sûr. Ce que je dis, c'est que quelque part, ça correspond à une forme de. Enfin, c'est comme dire, je sais pas moi, c'est comme dire Facebook c'est génial et Google c'est nul. Ou l'inverse. Voilà, en fait, non. Ce sont deux plateformes numériques. Alors, bon, enfin, c'est pas les mêmes, mais je pourrais dire Facebook et YouTube, ou Instagram, mettons, qui serait lié à Facebook, et YouTube. Bon, ce sont deux plateformes qui fonctionnent de manière différente, qui diffusent des contenus différents avec des algorithmes différents, mais fondamentalement, elles reposent quelque part sur une même logique de distribution, une même infrastructure d'échange d'informatique. Voilà, c'est pareil. C'est penser quelque part que l'infrastructure quelque part technique de la télévision, de l'informatique ou de l'espace de l'art, en fait, ça reste des infrastructures qui doivent être comparées de la même manière. On ne peut pas considérer qu'il y a d'un côté un art un peu pur et puis de l'autre côté... Bon, voilà. Et ça, c'est pareil. Je me pose ici un petit peu à Bernard Stiegler là-dessus. Parce que Bernard Stiegler reprend ce concept d'industrie culturelle quelque part en disant attention, c'est dangereux, mais en valorisant quelque part une espèce de subjectivité pré-artistique quelque part. Or, je sais pas à quel point. Alors, il faudrait que je le lise mieux pour bien comprendre exactement ce qu'il définit là-dedans. Parce que, bon, voilà, il pose évidemment la question de l'automatisation, de la désautomatisation, etc., de la réappropriation, machin. Et en fait, bon, au final, je crois qu'il sait pas du tout ce que je lui fais dire, mais j'ai l'impression que chez Stiegler, il y a quand même, par exemple, l'idée que, bon, le livre c'est bien, enfin, j'ai l'impression qu'il reproduit quelque part un ensemble de logiques qu'on trouve en effet peut-être chez Adorno, que j'ai pas lu, je sais pas, mais des qualifications, quoi. C'est comme si quelque part, comment dire, il valorisait beaucoup la question de la lecture, par exemple, en dévalorisant quelque part l'espace de l'espace du net, par exemple, commercial, alors qu'en fait, la lecture aussi, elle est structurée selon une logique capitaliste, un système industriel économique. Voilà. Alors évidemment, il a été structuré par l'État. Comme il dit, ça a été pensé comme des pharmacas, avec des techniques de méditation pour pas faire et dire n'importe quoi, etc. Bien sûr, bien sûr. Bon. Mais en fait, bon, est-ce que c'est si juste que ça, quoi moi, j'ai l'impression qu'il s'appuie beaucoup sur une lecture, en effet, comme il dit, assez platonicienne, et peut-être que cette lecture-là est un peu... En fait, j'ai envie de la défaire, quoi. Elle m'apparaît trop frontale. J'ai envie de penser l'inverse, moi. Je pense pas quelque part que la lecture soit le mot soit un problème, en fait. Enfin, c'est pas... Enfin, il s'agit plutôt pour moi d'harmoniser. Là où quelque part la lecture était vue comme un pharmacone, un terme que je trouve très flou finalement, c'est-à-dire soit un médicament, soit un remède, etc. Bon. Je pense qu'on peut essayer de penser ça autrement, de se dire, on a des régimes quelque part de circulation culturelle. Auparavant, le régime était l'oralité.
la lecture met en crise ce régime d'oralité, en gros, et donc du coup on va essayer de domestiquer la lecture pour pas qu'elle soit mise en danger avec le régime d'oralité. Et ce que j'essaie de comprendre là-dedans, c'est que il ne faut pas considérer qu'il y a un régime qui vaut mieux qu'un autre, qu'il y en a un qui pourrait être dangereux, sauf si on le transforme, etc. Il faut penser plutôt qu'il y a des conflictualités entre des régimes sémiotiques, et que c'est comment on pense ces régimes de conflictualité. Et en ce sens-là, c'est important du coup de les comparer, de les mettre ensemble, de les organiser, quoi. Plutôt quelque part de les considérer en eux-mêmes comme ayant une forme d'essence qui pourrait être quelque part re-récupérée ou pas, ou voilà. Et j'ai l'impression que vu comme ça devient plus intéressant. Mais bon, peut-être que je me plante, hein, je sais pas. Alors, oui, bon, la question d'élite, évidemment, elle est problématique, hein. Moi, j'aime pas trop l'idée d'élite parce que ça suppose une forme de hiérarchie, etc. Bon, mais bon, éventuellement, on pourrait dire expertise ou d'autres choses, je sais pas. C'est que quelque part, les gens qui disent oui, mais il faut je sais pas, une élite ou un truc, vous êtes l'élite de la nation ou je sais pas quoi, ils présupposent quelque part que c'est nécessaire que il y ait des gens qui soient dans une forme de vocation, qui soient quelque part un peu, ouais, un peu experts de quelque chose. Et pourquoi pas? On a peut-être besoin d'avoir des gens qui sont un peu experts de quelque chose. Voilà, bon, moi, si j'ai besoin de me soigner, donc je vais pas prendre un médecin parce qu'il n'y en a pas là où j'habite, dommage. Mais ben voilà, si je veux quelqu'un qui a une expertise sur un sujet, bah, peut-être que c'est bien que j'aille le voir parce qu'il s'y connaît et que c'est un métier aussi là-dessus. Bon, voilà. Et donc je suis pas contre l'idée quelque part qu'il y ait quelque part une forme de spécialisation. Ça veut dire ça un peu. Et voilà, c'est. Mais quand on a une spécialisation, bah, faut que ça serve, quoi. Faut que ce soit bon, voilà. Et donc voilà, qu'il y ait des milieux qui se constituent avec des gens qui sont spécialistes de la science et donc qui constituent une forme d'élite scientifique entre guillemets. Enfin, ou des voilà que bon. Peut-être, je sais pas, moi ce qui me gêne beaucoup avec l'idée d'élite, surtout, c'est que l'élite est toujours autoproclamée, quoi. Bon, dans les élites, il y a une forme de compétition aussi, c'est-à-dire qui c'est qui sera le meilleur à un truc, etc. Bon. Mais moi je trouve que ça fonctionne pas. Enfin, par exemple, pour la question artistique, comment on peut définir ici. Enfin, le fait que l'élite soit toujours capturée par une institution en tant que telle me pose problème, parce que j'ai l'impression que l'institution va toujours empêcher, au contraire, des formes de se produire par rapport à ça. Pour moi, l'institution, elle empêche, au niveau de l'art en tout cas. Elle empêche des formes d'advenir. Même si en même temps, peut-être que sans elle, il n'y aurait rien non plus. C'est là où c'est le problème aussi, ça se pose. Je sais pas trop, je suis un peu dans un. Oui, c'est bien ça, le haut de l'art aussi, hein. Le haut de l'art, c'est intéressant, je sais pas si j'ai dit ça, mais bon, c'est bon. Voilà. Bah oui, ce que je remarque par exemple, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on voit très bien sur les réseaux sociaux, on a très vite une assimilation entre comment dire, c'est comme si le musée, l'art, etc. faisait encore une dissociation assez nette entre euh, l'œuvre et l'artiste, si on veut, alors que sur les réseaux sociaux, beaucoup moins. Euh, on dissocie très peu, quelque part, les œuvres de ceux qui les produisent. C'est comme si c'était son image qui était mise en jeu directement et qu'on travaille directement sur ce rapport à son image. Ça
ça me semble structurant aussi, parce que c'est vrai que si on sépare l'œuvre de l'artiste, ça veut dire aussi quelque part que la production de l'œuvre devient aussi autonome, si on veut vraiment être dans une forme d'extériorité à la question de la vie qui pourrait être posée à côté. À la fois, on peut y injecter ce qu'on veut aussi, mais l'œuvre ayant une autonomie aussi, on s'intéresse plus à une sorte de rapport à la forme. C'est aussi une distinction entre la forme et le vécu, littéralement. Donc aussi un formalisme, si on veut. Or, le risque un petit peu, c'est que cette distinction-là, j'ai l'impression qu'elle est aussi très située et elle opère aussi quelque part une désesthétisation du vécu, hein, au profit de la forme. Bon. Moi, j'ai l'impression que ce qui m'intéresse, c'est de penser les rapports entre la forme et le vécu, de penser le vécu comme ayant une forme qu'on peut travailler précisément. Et ça, je pense que c'est très politique. Et je pense que c'est aujourd'hui ce qui se passe aussi. Le fait qu'aujourd'hui, quelque part, au milieu artistique, il y ait des gens qui disent qu'au nom de la séparation entre l'homme et l'artiste et l'œuvre, du coup, l'artiste pourrait se permettre quelque part d'agresser des gens ou je sais pas quoi. Enfin, on est face à un truc un peu étrange quand même. Enfin, en fait, c'est comme si quelque part ça provoquait une forme de déresponsabilisation. J'ai l'impression quelque part qu'il y a un mécanisme ici où des gens qui sont censés travailler des formes, travailler le sensible, travailler la perception, ne sont pas capables de percevoir des formes d'agression type MeToo, ne sont pas capables quelque part de voir des formes d'agression type violence de classe. Ça crée pour moi une forme de désensibilisation, en fait. Et ce qui m'intéresse, c'est en pensant les rapports entre la forme et le vécu, de trouver une intensification du quotidien par une maîtrise du rapport à la perception. Et ce faisant, quelque part, ça peut être vu comme une forme de discipline. C'est comme si j'essayais de penser une forme de discipline qui consiste à travailler son rapport au sensible à travers les outils esthétiques qui permettent, quelque part, d'approfondir le quotidien comme étant une forme, si on veut, dont on peut travailler la matière, la plasticité, etc. Ça n'empêche pas de faire de l'art aussi de manière plus spécialisée si on veut, mais ça devient juste quelque part un élément du quotidien. C'est pas le centre. C'est ça, en effet. Donc voilà, c'est bien le spectateur émancipé, mais hors musée. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut refuser d'aller dans des musées, hein, encore une fois. Mais si on le fait, c'est vraiment dans l'idée que le musée est un sous-ensemble d'un objet plus général qui est l'existence elle-même. C'est presque une forme d'anthropologie du sensible, hein, si on veut. Hein. Voilà. Alors quand je parle d'élite, hein, élite évidemment c'est un peu, moi c'est un terme qui est très problématique. Hein. Je ne m'identifie pas comme quand tu dis une élite par l'engagement, oui. En fait c'est pas tellement question de l'élite, c'est l'idée quelque part que voilà que on peut s'engager, mais comme comment dire, des gens font une association ou des gens s'engagent pour une cause quoi. C'est plus de le voir comme une cause ou comme moi je le vois comme une discipline quoi. C'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui ferait du sport, comme quelqu'un qui fait du karaté, bah voilà il a une maîtrise de son corps ou la muscu quoi. C'est une sorte de musculation, faut le voir comme ça. Une sorte de musculation quelque part de l'esthétique. Comment on peut muscler son regard, muscler quelque part ses oreilles, son écoute, sa capacité à pouvoir reconnaître et travailler des formes qui sont inscrites dans le quotidien. Voilà, c'est considérer ça sous cette forme-là, comme une musculation. Donc évidemment, il y a des gens qui sont plus ou moins musclés parce qu'ils s'entraînent plus ou moins, quoi. Voilà, c'est ça quoi du coup l'idée, quoi.
Et c'est de travailler ça comme une pratique du quotidien qui permet du coup ensuite de pouvoir réinvestir cette musculation, ces compétences entre guillemets dans le quotidien, quoi, voilà. Voilà, bon, et après je vais y aller parce que. Oh, il est déjà 1h30, putain, c'est pas possible, ça va tellement vite. Qu'est-ce qu'il va dire encore, un Glupatate? Puis il a reçu le soutien du RN au municipal également. Je suis perdu là, je suis perdu. Terrorisme, comment vous expliquez ça? Mais il a reconnu évidemment son erreur, il a payé sa dette à la société. Je crois que j'ai vu ça. Condamné à vie, disons, il n'y a plus de justice. Il disait quelqu'un qui a un casier ne sera jamais candidat. Jordan Bardella. Et non, non, mais c'était au cas par cas. Bah oui, Mais s'il avait été condamné pour terrorisme islamiste, islamisme qui ferait les menaces terroristes, qui est donné au terrorisme, les attaques extrêmement violentes. islamiste. Non mais, écoutez, moi je connais pas le dossier. Bon, on n'a pas grand chose. Mais bon, voilà. Après, Glupatate est beaucoup sur Mélenchon. Pourquoi pas. Il y a quelque chose qui relève beaucoup de l'action du politique aussi. Hein. Glupatate, c'est aussi voilà, quelque chose qui relève du montage, de micro-short, la question du clash. Je trouve ça assez intéressant de repenser tout ce rapport-là aussi. Hein. Donc là, je regardais aussi un extrait, par exemple, d'une vidéo de Glupatate qui fait des montages de clash. Je trouve ça intéressant aussi pour moi de faire une forme d'analyse rhétorique. J'ai l'impression que les clashs, j'aime beaucoup regarder des clashs sur BFM TV par exemple, ou sur la télévision, parce que je pense que c'est des moments de contraction aussi au niveau discursif. Des manières quelque part où des contradictions dans la société s'expriment et sont en tension. Et ces contradictions ne sont pas simplement, d'ordre strictement politique, comme des positionnements pour ou contre, si on veut. C'est des conflictualités quasiment ontologiques. Des conflictualités, ça représente des conflictualités qui sont très profondes en fait. Et qui sont comme des visions du monde complètement différentes. Et qui se confrontent dans à la fois les arguments, mais aussi la manière d'être, la manière de se comporter, le non-verbal, etc. Et donc analyser ça, ça devient super intéressant aussi, parce que c'est une manière aussi d'essayer de comprendre ce qui se passe. Pour moi, il y a aussi ici une pratique, presque, je sais pas moi, artistique, qui peut consister à essayer de voir à peu près quelque part comment deux champs de l'espace politique se confrontent quelque part, et d'essayer de penser à un dépassement possible. Alors de quelle manière on pourrait penser une manière de régler le problème qui est posé par cette tension, par exemple. Bon, c'est un exemple, là par exemple, de rapport au quotidien. C'est pas exactement le quotidien, mais c'est comment ici l'espace télévisuel peut être utilisé quelque part comme... Et pour moi, c'est ce que fait la télévision aussi d'ailleurs. Elle nous demande, à nous spectateurs, de juger ou de travailler ce conflit. Mais comment quelque part l'espace télévisuel n'est pas juste un espace comme ça de, entre guillemets, de spectacle au sens de Guy Debord où les gens racontent n'importe quoi juste pour faire joli. C'est vraiment des lieux quelque part, presque comme une arène politique, un peu comme des gladiateurs ou j'en sais rien, qui relèvent quelque part de quelque chose qui est assez fondamental, qui relève quelque part d'un débat qui, de la manière on peut voir un débat entre Chomsky et Foucault, qui est un débat, somme toute, assez intéressant, hein. Moi ça m'intéresse comme débat, bon. Un débat peut être intéressant aussi entre deux partis politiques, parce que ces deux partis politiques représentent des tendances dans la société, représentent des groupes sociaux qui s'affrontent en fait. Et ces groupes sociaux s'affrontent parce que justement ils représentent eux-mêmes deux histoires, deux tendances, deux pensées différentes qui essayent de se dire. Voilà. Bon, ça c'est un exemple de voilà je dis ça parce que par exemple j'ai l'impression que dans l'art contemporain on va un peu on va voir ça d'un mauvais œil. Enfin, la télévision a été beaucoup pas considérée comme un médium légitime, ou alors c'était beaucoup pour quelque part la réintégrer ou justement pour travailler son extériorité aussi. Bon, mais je trouve que voilà on parle d'art vidéo éventuellement, mais la question strictement télévisuelle n'a pas été. Alors que pourtant, il y a beaucoup d'œuvres qui ont. Il semble que beaucoup de jeux télévisés, par exemple, aient été structurés d'abord par des propositions qui relèvent plutôt de l'art relationnel, par exemple. Ce qui est super intéressant comme positionnement. Voilà, bon. Et là, on est où là?
La couleur de peau n'a rien à voir avec Alors, on a pu expliquer les blancs. Ah oui, c'est celui que... Non, je sais pas ce que c'est. De l'élite, discipline sensible. Oui. Dans expertise nécessaire, situé, vérifiable, utile. Le fait que certains sachent plus que d'autres, le fait que savoir demande du temps, de l'engagement, de la rigueur. Oui, ça me dérange pas parce que bon, c'est voilà, c'est un peu, c'est logique, c'est une question d'investissement en temps, quoi. Enfin, c'est pas, c'est comme si je me bats contre quelqu'un qui fait du karaté, je pense que je vais pas gagner, quoi. Enfin, et ça, c'est parce que c'est une question de, oui, bien sûr, enfin, ça, je suis d'accord. C'est pas le problème, c'est pas une, ouais. Et c'est ça, voilà, bien sûr. À chaque fois qu'on parle d'élite, c'est toujours une question de position et pas d'effet réel. Si quelque part on avait une élite, quelque part qui était structurée par une quantité de travail, ça m'irait. Moi, ça me va. Hein. Si quelque part on compte le nombre d'heures de travail, si par exemple on compte quelque part qui travaille le plus, voilà, il y a un travail, je sais pas, on fait un travail un peu fatigant d'usine, bah voilà, on compte qui c'est qui travaille le plus, bah on voit ceux qui travaillent le plus, bah voilà, on peut hiérarchiser si on veut. Alors c'est un peu bizarre, bon, hein. Voilà, ou on peut comme ça voir. En mathématiques, on peut aussi, par exemple, si quelqu'un on donne un examen à des gens et qu'on voit ceux qui donnent la bonne réponse et ceux qui n'y arrivent pas, on peut éventuellement hiérarchiser si on veut. Donc on aurait comme ça une sorte de mécanisme d'élitisme parce qu'on peut hiérarchiser. Dans l'art, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on peut pas, on n'a pas de critères uniques sur lesquels hiérarchiser. C'est structurel, voilà, simplement. Donc penser à la question de l'élitisme en art, ça paraît bizarre. Je le comprends dans le cas de mathématiques, par exemple. Bon. Et encore, parce que des mathématiques, il y en a plein de différentes. Donc, quand on fait des contrôles, c'est aussi sur un... Bon, bref, on va pas rentrer dedans. Mais ça, voilà, la question du rapport la question de l'élite est compliquée. À gauche, évidemment, l'élite, c'est un mot poison, il ne faut pas l'utiliser, etc. Bon, moi, j'aime bien pouvoir le réutiliser des fois, comme le terme de méritocratie, etc. Moi ça ne me dérange pas qu'il y ait méritocratie, ça ne me dérange pas qu'il y ait des gens qui... quelque part et de l'argent parce que c'est une compensation d'un problème qu'ils auraient, etc. Mais si on est dans une vraie méritocratie, il faudrait que les ouvriers soient payés 10 000 euros et que les milliardaires soient payés 1000 euros. Enfin, en fait, on aurait ce rapport-là. Enfin, en fait, il n'y a pas de raison quelque part de... il faudrait inverser les rapports de mérite, quoi. Enfin, voilà. Un SDF aurait beaucoup plus de mérite. Enfin, du coup, ça dépend. Selon quoi on mesure ce mérite, enfin, c'est toujours la même chose, quoi. Donc, bon. Exactement, c'est pas qui travaille quoi et pourquoi, c'est qui est reconnu comme travaillant. Voilà. Et on reconnaît comme travaillant des grands patrons, entrepreneurs, etc. Et on ne reconnaît pas comme travaillant les employés. Voilà. Bon. Et pourquoi pas? Mais c'est toujours une question de perspective. Sans institution, pas de visibilité, pas de communauté. Avec institution, normalisation, capture, machin. Oui. Bah oui, ça c'est clair. Fonctionnel, oui, c'est ça. Sans être sociable, ouais. Effet négatif. Expression directe, vulnérabilité, attaque personnelle, confusion sur le masseutique et genre. Ouais. Une élite, il y en a pour tous, une formation. Une discipline, oui, c'est ça. Donc une éducation de regard, du coup. n'est pas celui qui sait regarder l'art, mais celui qui sait regarder le monde comme forme. Oui. Une option pure, traditionnelle. Oui. Du sensible, l'esthétique devient une pratique quotidienne.
Bon, très bien. Bon, je vais arrêter là parce qu'il est déjà 1h37 là et ça fait déjà 1h37 que je parle. Allez. Et je vais pas mettre en ligne tout de suite ça, mais parce que là il est tard et j'ai pas le temps de le faire. Mais je pense que je le ferai quand même, ça serait bien de le faire. Bon, j'arrête ici. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Parce que là il est un peu tard, je vais me coucher du coup. Avec la nationalité. C'est l'adhésion, c'est l'adhésion à la conception de l'Occident qui a toujours été ouverte, Et voilà, qui a toujours été pour la mixité, et qu'on peut parfaitement, de quelques couleurs de peau, que l'on soit Le sujet n'est pas la couleur de peau. adhérer à des valeurs occidentales, de respect de la femme, de respect des homosexuels, des respects des minorités. C'est ça l'Occident, c'est l'inverse de l'Algérie. Et vous parlez de menace, pour que tout soit bien clair, la menace, c'est ce que vous disiez, c'est une immigration qui n'est absolument pas contrôlée, qu'on soit bien clair. C'est une question de nombre, trop souvent. Et D'un pays qui ne cède pas totalement mesurer les choses, vous disiez les États-Unis sont gouvernés par des Blancs depuis des années. Je vous rappelle juste Barack Obama, qui a été élu triomphalement à 2 reprises. Donc là aussi, c'est pas une histoire de couleur de peau. C'est juste que dans un moment de grande tension, eh bien, il y a le discours de Stevens qui était intéressant à décrypter. C'est l'assimilation. Barack Obama, il n'y a pas plus assimilé américain que Barack Obama. C'est pas une question d'assimilation, il est américain. Il n'est pas besoin de s'assimiler, Barack Obama. Il n'est pas plus assimilé que Stevens. Ça n'a rien à voir avec. C'est encore une fois, la nationalité n'est pas une couleur de peau. Oui, du reste, Ça n'a rien à voir avec l'assimilation. Il est américain. Il est américain comme Stevens et comme Donald Trump. l'élection du maire de New York est plus surprenante. Ouais, Oui, c'est évidemment ça. Mais quand vous avez parlé tout à l'heure des migrations, c'était des Blancs qui étaient arrivés aux États-Unis. Non, et alors ça ne vous a pas échappé qu'on a fait venir des Afro-Américains et qu'on a réduit en esclavage. Oui, Ah oui, à la même période. Autant on emporte le vent. Oui. Ah non, bien sûr que Arrête, Bah, voilà. donc voilà. Ça m'a pas échappé. Mais donc le mot assimilation n'a rien à faire avec Barack Obama dans la même phrase. On part sur un. Bon. Ouais, j'ai pas envie d'analyser là. Ça me saoule. Bon, j'avoue, j'ai regardé là un clash sur CNews. Je n'ai pas grand chose à dire dessus, mais ça serait intéressant. Bon, je sais pas. Mais j'ai un autre. Ça me saoule. Alors, une chose courte, avant que tu dormes. Ok, pas une tête dans le sens que tu fais souvent est déjà l'acte. Ok. Sensible, ok. Non, pas plusieurs heures, 1h30, faut pas non plus. Oui, d'accord. Sans prendre que de parler. Oui, d'accord, très bien, c'est très bien. Allez, très bien. Bonne nuit. Il est temps d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves. Voilà. C'était Fabulous Troubadour.